Amis lecteurs, dimanche 26 août 2012, nous nous trouvons présentement à Lille, une ville française. Pourquoi Lille? Eh bien parce que nous avons pensé nous entretenir avec deux compatriotes, l'un qui vit en Belgique, l'autre en France. Et pour parler de la situation du pays, vous savez, la diaspora congolaise, c'est une grande force financière et une grande force politique aussi, en ce sens que tout ce qui se fait ici dans la diaspora a des répercussions réelles sur la marche de notre pays. Et nous allons vous les présenter. Et celui qui vient de France, vous ne le connaissez peut-être pas bien, mais vous avez déjà vu dans les images. Monsieur Bola, bonjour. Bonjour. Monsieur Alongo, bonjour. Bonjour. Et donc, nos deux compatriotes, ils viennent, comme je vous l'ai dit, de deux pays différents. Et Monsieur Alongo, vous le connaissez très bien depuis Bruxelles. Mais Bola, un peu moins bien. Et nous allons d'abord commencer avec lui et lui poser un certain nombre de questions. Monsieur Bola, bonjour. Bonjour. Vous vivez en France depuis combien de temps? Ça fait 11 ans maintenant. Je suis en France. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus en détail à nos lecteurs? Qui est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie comme étude? Je ne sais pas moi. Bon, je remonte les dates. Donc, j'ai commencé à l'université de Kinshasa en 84-85. En 84-85. Bon, à l'université à l'époque, pour obtenir l'inscription, c'était difficile. J'ai fait une année sans inscription et j'ai suivi les cours. Et donc vous êtes licencié en droit? Je suis licencié en droit. Et puis à Paris 1, j'ai fait l'anthropologie du droit, le master 2 d'anthropologie du droit. Et maintenant, je suis dans les recherches. Et on vous retrouve assez souvent dans les manifestations des Congolais. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager si activement? Bon, ce qui m'a poussé, c'est-à-dire, je peux un peu rectifier, c'est-à-dire, à la base, je suis combattant. Donc à l'université de Kinshasa, je vais un peu bien m'expliquer. À l'université de Kinshasa, quand nous sommes venus, il y avait deux blocs. Bloc de l'Est et bloc de l'Ouest. Le bloc de l'Est, à l'époque, comprenait 5 provinces. La province du Chaba, actuellement Katanga, la province du Kivu en entier, sans ses démembrements, la province du Kasaï occidental, la province du Kasaï oriental et la province orientale. Donc c'était le bloc communément appelé bloc de l'Est. À côté, il y avait le bloc de l'Ouest. Le bloc de l'Ouest comprenait le bloc, la province de l'Équateur, la province de Bandundu, la province du Bas-Congo et la ville de Kinshasa qui était incorporée dans ce bloc. Donc les deux blocs, il y a un communément appelé à l'époque le bloc des ténors de la science, donc le bloc de l'Est, et l'autre c'est le bloc des ténors du pouvoir, donc le pouvoir en place, le pouvoir de Mobutu. Il fallait s'y accommoder, il fallait suivre les instructions. Il y avait deux jeunesses qui s'affrontaient sur la colline inspirée, la jeunesse de l'UDPS et la jeunesse du MPR, donc JDPS et le MPR. Et l'UDPS opérait dans la clandestinité. Donc voilà. Donc c'est de là que remonte votre engagement politique. Okay. Et à cette époque, on était sous le parti-État. Donc c'est-à-dire tout Congolais était membre du MPR. Bien. Donc ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui en Europe, vous continuez ce combat-là. Bon, en Europe, je continuais. En 2005, on a marché. On a marché pour ne pas renouveler le 1+4. En 2005, on a fait Trocadéro jusqu'à Alma Marceau. Et après, je n'ai pas vu d'autres actions de grande envergure comme maintenant, puisque moi, je suis de l'UDPS. Je n'ai pas vu le siège de l'UDPS, donc j'avais pris du recul. Et après, c'est mon ami Alongo
qui m'a dit non, en Belgique, il y a des activités, si tu pouvais venir. Et à l'époque, donc, je ne descendais pas beaucoup, mais je faisais des échanges épistolaires, politiques avec mon ami Alongo. Et Tchakoudia aussi, après, on a fait beaucoup d'échanges, et Henri Monquet aussi. Bien. Ces jours-ci, il y a des éléments importants par rapport à la situation de notre pays. C'est d'abord les fameuses élections qu'il y a eu en 2011, le hold-up électoral. Parlons un peu de ça. Quel est votre regard par rapport à ce qui s'est passé lors des élections et tout ce qu'il y a eu comme mouvement de Congolais ici à l'étranger? Bon, qu'est-ce que je retiens donc de grandes manifestations pour dire non au président sortant. J'ai cité Hippolyte Kanambe, alias Kabila, puisqu'il a volé notre victoire et on a soutenu et on continue à soutenir le président élu par le peuple congolais, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc on est là sur nos attentes de le réhabiliter puisqu'il est en résidence surveillée, il ne bouge pas, il n'a pas l'impérium. Nous, de l'extérieur, puisqu'on dit la diaspora, c'est elle qui libère le pays. Donc on est là à l'extérieur avec les moyens de bord pour faire face à cette imposture qui est à la tête de notre pays depuis très longtemps, soutenue par l'Occident. Et en dehors de ces rappels plus ou moins historiques, vous personnellement, hein, qu'est-ce que, de quoi, donc, je ne dirais pas vous vous plaignez, mais qu'est-ce qui vous chagrine, qu'est-ce qui vous fait mal au cœur par rapport à notre pays? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il puisse changer si vous avez un message, soit en direction de la population ou des actions à concevoir, je ne sais pas. Bon, nous, pour répondre à cette question, je vais reculer un peu dans le temps pour dire dire à la population qui me suit, nous à l'époque, puisque j'étais combattant, puisqu'il y a une frange, donc on doit préciser, il y a une frange de combattants au pays, et ici il y a le combattant planétaire. Donc c'est-à-dire à l'époque, puisque on devait, n'est-ce pas, appuyer à l'époque l'opposition, on menait des actions sur terrain. Des actions telles que les sifflets, on battait les casséroles pour faire du bruit, les klaxons de chauffeurs taxi, etc. pour embrouiller un peu le pouvoir en place dans sa démarche. Donc on faisait des villes mortes, on faisait des obéissances civiles. Donc il y avait autant d'actions qu'on menait sur les terrains. On barricadait aussi les routes pour que vraiment le pouvoir en place soit vraiment dans des difficultés. Oui, aujourd'hui, les gens vivent au jour le jour. Vous pensez qu'ils peuvent encore réussir cela ou s'ils ne réussissent pas compte tenu de la précarité de leur mode de vie? Qu'est-ce que vous suggérez? Qu'est-ce qui peut se faire? Vu la situation actuelle, vu la crise qui touche tout le monde, donc moi j'aurais voulu leur dire, n'est-ce pas, de ne pas reconnaître ce pouvoir, de ne pas reconnaître ce pouvoir, de ne pas, n'est-ce pas, suivre leurs instructions. Il y a des moyens, il y a des grèves illimitées, on faisait des grèves illimitées. Il y a la rentrée scolaire. En France, on donne des allocations pour la rentrée scolaire. Mais est-ce qu'au pays, il y a quelque chose de prévu? Non. Les parents doivent débourser des sous pour acheter des objets classiques pour leurs enfants, payer les minervales, etc. Alors que le pays, on a un pays riche, alors que les gouvernants remplissent, n'est-ce pas, plein les poches. Et la population est délaissée. Donc moi je me dis, pour l'instant, il y a la rentrée qui s'annonce, donc il faut vraiment
faire la désobéissance. Voilà. Monsieur Bola, à l'est de la République, il y a un mouvement qui s'est fait appeler M23 et bon, personne n'est naïf, hein. On sait qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cela. Mais vous, qu'est-ce que vous en dites? Bon, le M23, mouvement 23 mars, comme on dit, à mon avis, c'est une armée rwandaise qui est dirigée par Kagame et son imposteur Kabila au pays. Donc, c'est-à-dire, M23, il a quel objectif? L'objectif, c'est de balkaniser notre pays. C'est de diviser notre pays. C'est-à-dire, aujourd'hui, je me dis, ça c'est mon point de vue personnel, je me dis, c'est une branche privée du Rwanda qui opère sur notre territoire. Donc, le M23 est en train de tuer notre population. Le M23 a la même mise sur notre territoire. Une partie de notre territoire. Sur une partie de... C'est le territoire national, puisque quand on parle d'une partie du territoire, donc c'est le territoire national qui est concerné. Donc ça dit le M23 a mis la main sur le territoire, sur le foncier. Le M23 suit à peu près la politique que le gouvernement colonial avait suivi, puisque le gouvernement colonial avait en son sein, n'est-ce pas, les sociétés multinationales. Donc il y avait des sociétés multinationales qui, n'est-ce pas, poussaient le roi Léopold II à piller notre pays, à avoir la main sur les territoires. Donc c'est ce que le M23 fait aujourd'hui. Donc ils vont procéder par balkanisation. Ils l'ont fait déjà, administrativement ils l'ont fait sur la partie est du pays pour piller le pays, pour extraire nos minéraux illégalement. Et constitutionnellement, ça c'est mon point de vue personnel, constitutionnellement, donc j'ai fait allusion à l'ère constitution de 2006, on parle de 26 provinces. Moi je suis contre ça, puisque le pays étant fragilisé, et à la conférence nationale souveraine, si je m'en souviens, le professeur Liao avait bien illustré, il avait dit on ne peut pas aller, n'est-ce pas, au fédéralisme, puisque le peuple n'est pas encore bien formé. Donc ça dit on n'a pas encore une bonne mentalité pour aller, n'est-ce pas, dans la démocratie, dans le fédéralisme et dans la répartition du pays en diverses provinces, comme figure dans notre constitution actuelle. Si on le fait, alors on doit, à l'opposé, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit raffermir nos liens. On doit se mettre ensemble, se souder pour avoir un esprit supra-tribal, comme on dit, donc un esprit au-dessus des tribus. Quand maintenant on essaie un peu de diviser le pays en 26 provinces, moi je me dis c'est la balkanisation constitutionnelle. Moi je suis contre ça, donc on doit revenir sur 9 provinces ou 11 provinces. Donc on doit s'arrêter à 11 provinces, voir encore dans le temps ce que ça va donner pour créer une bonne nation, une nation forte, où les peuples vont, n'est-ce pas, se marier, comme avait fait Mobutu, se cimenter, tisser des relations intertribales, donc afin que nous ayons un État, une nation congolaise forte. Bien, mais d'après vous, qui tire les ficelles? Qui est le cerveau moteur de tout ça? Mais le cerveau moteur, c'est le président en place, puisque c'est lui le gouverneur, c'est lui l'exécutif. Le président sortant, je précise, le président sortant, Joseph Kabila, comme exécutif numéro 1. En arrière-plan, on peut citer les Kagame, les Occidentaux, etc. Mais nous, on voit, c'est la marionnette qui est à la tête de notre pays. Bien. En politique, une fois qu'on a fait des constats, c'est très bien, mais on ne va pas s'arrêter là. Il faut des propositions. Vous, personnellement, quelles sont vos propositions pour que, enfin, le Congo sorte de cette crise-là? Pour que le Congo sorte de cette crise, on doit voir les choses clairement. C'est-à-dire quoi? Pour moi, ça c'est mon point de vue personnel, réorganiser les élections, ça c'est une des préoccupations majeures. Personne ne peut le nier, les Congolais qui vivent à l'étranger sont devenus une force incontournable. Dans la situation actuelle de crise, qu'est-ce qu'ils peuvent faire
pour que ça puisse avoir un impact sur la marche du pays et que les choses changent le plus vite possible? Bon, moi, c'est un point de vue personnel. C'est nous qui alimentons le pays, n'est-ce pas, en vivres, en véhicules, donc véhicules de transport, en ceci, cela, produits pharmaceutiques, médicaux, etc. Donc j'aurais souhaité que, s'agissant par exemple de transport, n'envoyer plus de véhicules au pays. Comme ça, eux, ils ont l'argent, ils peuvent faire ce qu'ils ont l'obligation de faire. Mais ce sont nos propres frères qui gèrent ces bus, ils seront au chômage si on n'envoie pas les bus. Oui, mais justement, donc, c'est-à-dire, bon, ça c'est une des pistes, puisque quand on envoie quand même, d'un côté, c'est pour la famille, mais de l'autre côté, c'est le pouvoir qui en profite, puisqu'il y a du transport, il y a de la circulation de bus, etc. Donc, moi, j'aurais souhaité qu'on bloque ça, et puis on verra la suite. Bien, merci. Est-ce que vous avez un dernier mot par rapport à tout ce dont nous venons de parler? Le dernier mot, c'est que j'aurais demandé à tout Congolais d'être confiant à l'avenir, puisque notre pays est grand, notre pays est riche, donc l'avenir nous appartient, il est prometteur, il ne faut pas se décourager et il faut voir les choses en face. Bien, merci. Donc, et il ne dépend que de nous pour que ça change. Bien, merci M. Bola. Comme on a commencé, vous n'étiez pas seul, nous allons essayer d'écouter maintenant aussi M. Alongo, lui, qui est venu de Belgique. Nous poserons un certain nombre de questions avant de conclure pour tous. Chers lecteurs, nous allons nous entretenir avec M. Guess Alongo du MIRGEC, qui est aussi de la majorité présidentielle populaire. Monsieur Alongo, il se prépare un sommet de la francophonie à Kinshasa. Qu'en pensez-vous? Heureusement que... Bonjour, monsieur Cheikh Fita, merci de m'avoir accordé la parole. Heureusement que vous dites qu'il se prépare un sommet. Se préparer ne veut pas dire se tenir, mais heureusement qu'il se prépare, parce que nous aussi nous nous préparons à pouvoir en découdre avec ceux-là qui veulent préparer, qui continuent à préparer une fausse francophonie, un sommet de la francophonie à Kinshasa est une insulte même à la charte du 23 novembre 2005, la charte de la francophonie qui a été, n'est-ce pas, adoptée à Antananarivo au Madagascar en 2005. Évidemment, cette charte... Est-ce que vous pouvez rappeler les grands traits qui peuvent vous appuyer par rapport à ce combat face à ceux qui veulent organiser à Kinshasa? Oui, mais écoutez, quand vous lisez la charte de la francophonie du 23 novembre 2005, il est clairement dit que dans son article 1, paragraphe 1, donc la francophonie doit aider à l'instauration et au développement de la démocratie. La francophonie doit aider au règlement des conflits et au soutien à l'état de droit et aux droits humains, aux droits de l'homme. Mais cela veut dire, ça résume tout, et je le fais dans son article 1, paragraphe 2, qui dit « La francophonie respecte la souveraineté des États ». Or, l'article 5 de la Constitution du 18 février 2006, qui est la leur, parce qu'il y a quand même un État chez nous, dans cette forme-là, mais qui a une Constitution, parce que c'est de cette Constitution qu'ils tirent leur existence, ceux qui sont au pouvoir, le pouvoir en place. Mais l'article 5 dit ceci, que la souveraineté appartient au peuple congolais. Mais si la souveraineté appartient au peuple congolais, mais le peuple congolais donc s'est exprimé le 28 novembre 2011 à travers les élections. Le peuple congolais s'est exprimé en faveur du candidat numéro 11, Étienne Tshisekedi Amouloumba, qui a été élu. Mais malheureusement, ceux qui n'ont pas été élus, le président imposteur sortant, le président sortant imposteur,
s'est maintenu au pouvoir et se maintient au pouvoir par la force. Et d'ailleurs, l'article 64 de la Constitution qui est la leur dit que le peuple doit nous faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prendrait le pouvoir par la force, qui l'exercerait en contradiction de la Constitution ou qui se maintiendrait par la force. Cela veut dire en d'autres termes que le secrétaire général, qui d'ailleurs, en vertu de l'article 7, paragraphe 3 de la charte du 23 novembre 2005, qui régit la francophonie, il se tient informé en permanence de l'état des pratiques de la démocratie et des droits, de la démocratie, des droits et libertés dans l'espace de la francophonie. Oui, si cela je veut dire en d'autres termes que... Oui. Monsieur Abdou Diouf, il a oublié de se soumettre à cet article-là. Tout à fait, parce que monsieur Abdou Diouf, comme on dit, il se tient informé en permanence de l'état des pratiques de la démocratie, des droits et libertés dans l'espace de la francophonie. Donc il est donc informé de la situation congolaise, qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de respect des droits de l'homme. Mais M. Abdou Diouf, qui le sait très bien, au lieu bien au contraire, comme le dit l'article 1, paragraphe 1, l'article 1, paragraphe 1, au lieu de soutenir et au lieu d'aider à soutenir, n'est-ce pas, l'instauration d'un état de droit, non, il veut absolument que le sommet de la francophonie puisse se tenir à Kinshasa. Mais en ce moment-là, il ne respecte même plus le texte qui lui donne le pouvoir d'exister en tant que secrétaire général de la francophonie. Et nous nous insurgeons contre ça. Nous sommes ici quand même en Europe. L'Europe est une région, s'il faut présenter ça comme ça, où règne la démocratie. Et ce sont des valeurs qui sont... L'Union européenne... L'Union européenne repose, n'est-ce pas, sur ces valeurs-là, les valeurs démocratiques, le respect des droits et libertés fondamentaux. Mais si le président Abdou Diouf ne respecte pas, qui est le secrétaire général Abdou Diouf, ancien président d'ailleurs, qui devait donner un exemple, parce que chez lui au Sénégal, il s'est tenu des élections. Mais le président sortant, Abdoulaye Wade, a échoué aux élections. Il s'est retiré calmement. Il ne s'est pas accroché au pouvoir. Macky Sall a pris le pouvoir. Mais pourquoi lui, qui est d'ailleurs originaire d'un pays qui fait même la fierté aujourd'hui de l'Afrique pour la démocratie, mais pourquoi il ne peut pas soutenir le peuple congolais parce que la souveraineté appartient au peuple? Mais malheureusement, lui, il ne soutient pas la souveraineté du peuple, il veut soutenir, n'est-ce pas, les opinions ou la volonté d'un individu qui prend en otage tout un État, oui, toute une nation. Oui, d'après vous, si M. Abdou Diouf se compose de cette façon, est-ce par distraction ou bien il est sous pression? Ou bien, je ne sais pas quoi, moi, d'après vous? Ben, qu'il soit sous pression ou qu'il soit distrait, là n'est pas le problème. On dit très bien que toute personne dans un État démocratique, dans un État de droit, est soumise à la loi. Toute personne doit respecter la loi. Que vous soyez président de la République, que vous soyez roi, que vous soyez qui, je ne sais moi, qui, vous êtes obligé de respecter la loi. Nous n'allons pas nous en tenir à vos émotions, à vos réflexions, ou à la pression. Vous savez ce que la loi dit, vous savez ce que la charte de la francophonie dit, vous savez ce que la charte des Nations Unies dit, vous savez ce que la loi dit, vous savez ce que la justice veut. C'est ça justement. Vous devez respecter la loi, un point, un trait. On n'a pas besoin que vous soyez sous pression ou quoi, ce n'est pas notre problème. Mais vous devez vous en tenir aux prescrits de la loi et vous devez respecter le peuple congolais. C'est ainsi que le sommet de la francophonie doit être absolument délocalisé. On ne peut pas imaginer qu'un sommet puisse se tenir dans un pays où le président sortant a usurpé le pouvoir, le président sortant a pris en otage la volonté de tout un peuple. Mais c'est inimaginable en ce plein 20e siècle, 21e siècle. Nous pensons que le président Abdou Diouf doit être du rang
de ceux-là qui respectent la démocratie et doit se ranger du côté du peuple souverain. Et c'est justement à ce prix-là qu'il pourra vraiment se faire respecter. Parce que si il ne veut pas suivre la volonté du peuple, il va malheureusement se faire griller et ternir son image. Nous pensons que c'est comme ça que les choses doivent se faire. Bien, merci. Je pense que vous avez été très limpide et très clair par rapport au devoir de M. Abdou Diouf, ancien président du Sénégal. Et Sénégal, pays qui est quand même un modèle de démocratie sur le continent africain. Je ne sais pas, hein, tous les deux, si chacun a un dernier mot par rapport à tout ce dont on a parlé. M. Bola? Oui. Ouais, par rapport à Abdou Diouf, ça, je lance un message qui les concerne particulièrement, puisque nous, au début de notre démocratisation, on était dans des velléités pour suivre bien le processus et on avait fait appel, sous l'impulsion, n'est-ce pas, de l'Union africaine, l'ONU appelle aux Sénégalais, aux deux grandes personnalités sénégalaises, dont notamment le président Abdou Diouf et son opposant de l'époque, Abdoulaye Wade. Ils sont venus au Congo parce que eux, ils étaient un peu en avance sur... C'était il y a 20 ans déjà. Il y a 20 ans déjà, ils étaient déjà en avance par rapport à nous. Donc ils sont venus, ils ont tenu 2 réunions spéciales, une au Palais des Marbres avec Mobutu, donc le pouvoir en place, l'opposition, l'Union africaine et qu'est-ce qu'il en était sorti de cette intervention sénégalaise? C'était la bipolarisation de la vie politique au Congo. Donc c'était un concept nouveau pour moi, pour nous, à l'époque. Voilà, donc la bipolarisation de la vie politique au Congo consistait, n'est-ce pas, à faire la part des choses. Si vous êtes de la majorité présidentielle, d'un côté, et si vous êtes de l'opposition, vous devez faire la différence. Donc, soit vous êtes d'un oui. ou de l'autre. Et de cet exemple du passé, quelle est la leçon aujourd'hui? La leçon aujourd'hui, je peux dire, tout est remis à plat, puisque l'arrivée de l'AFDEL a tout gâché. Non, je dis aujourd'hui, l'AFDEL c'était déjà il y a 15 ans. Oui, mais donc, c'est-à-dire, son continuateur, c'est l'actuel Joseph Kabila, avec le même système de gouvernement insurrectionnaire. Ils ont tout remis à plat. Donc, c'est-à-dire, il n'y a plus, on ne sait pas qui appartient à un camp ou à un autre. Donc, il y a un broglio politique au Congo. Donc, voilà, tout est chambardé, tout est vraiment mis à plat. Monsieur Alongo, vous avez le dernier mot par rapport à tout ce dont on a parlé. Qu'est-ce que vous pouvez dire en définitive? Bien, merci beaucoup, monsieur Cheikh Fita. Pour le dernier mot, j'aimerais d'abord, et cela est très important, lancer un appel pressant et pathétique au secrétaire général de la francophonie, monsieur Abdou Diouf. Que monsieur Abdou Diouf fasse preuve de beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence et beaucoup d'esprit démocratique en refusant à ce que le sommet de la francophonie puisse se tenir à Kinshasa. Parce que comment est-ce qu'on peut tenir un sommet dans un État où il n'y a ni respect de la démocratie, ni respect des valeurs et libertés fondamentales de l'homme et du citoyen? Un pays où Diominde Ndongala est porté disparu. Un pays où on a tué Armand Tungoulou. Un pays où le défenseur des droits de l'homme, M. Floribert Chebeya et M. Bazana, ont été assassinés lâchement.
il serait, à mon sens, incongru que M. Abdou Diouf, en tant que secrétaire général de la francophonie qui soutient la démocratie, puisse accepter que le sommet se tienne à Kinshasa. J'aimerais aussi que le président François Hollande puisse ne pas se rendre à Kinshasa, puisse refuser de s'y rendre, parce que j'ai évoqué toutes les raisons ici, absence de démocratie, kidnapping de M. Diomi Ndongala, qui est de la majorité présidentielle, et que tout ça prouve à suffisance que l'autorité en place, le gouvernement, le gouvernant, l'exécutif ou même le Parlement qui est là ne respecte pas les droits et libertés fondamentaux de l'homme et du citoyen. Voilà pourquoi nous nous insurgeons totalement contre une éventuelle tenue d'un quelconque sommet à Kinshasa, un sommet de la francophonie à Kinshasa. Refuser de faire tenir ce sommet à Kinshasa et le localiser serait une réponse on ne peut plus positive et humaine.